Hello, bonjour. Alors, est-ce que tout va bien? Oui, je pense que c'est bon. Ok, bon, il est 12h40. Si tu passes dans le coin, que tu vois ce live, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Et si tu le vois en replay, à mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire. Hmm, j'ai un sujet aujourd'hui, wouh, qui me tient énormément à cœur. Et qui, je pense, est très important. Euh, D'ailleurs, j'ai eu une maman en consultation il n'y a pas très longtemps qui me disait qu'elle avait peur que si elle était trop dans l'écoute de son enfant, trop dans la bienveillance, peut-être que son enfant n'aurait aucune limite. Mhm. Et ce matin, en fait, j'ai une collègue qui me partageait un article paru sur psychologue.net sur les enfants rois. J'adore ce terme. Euh, ouais, je pense que c'est un sujet vraiment important parce que ça revient tout le temps et c'est vraiment le truc qui sert à opposer à la parentalité bienveillante et tout ça. En fait, il y a deux grands sujets quand on parle de parentalité positive, bienveillante, d'écouter nos enfants, de les accueillir, tout ça. Il y a deux grands sujets qui reviennent tout le temps. C'est premièrement ça épuise les parents, ça les culpabilise et c'est très dur. Et deuxièmement, ça fait des enfants rois. Alors la culpabilité, j'en parle souvent et c'est vraiment très important pour moi. Et je pense que ces deux thèmes-là, finalement, se relient sous un seul, qui fait qu'il y a une différence entre... Enfin, il y a quelque chose de très important à comprendre qui fait que nos enfants ne sont pas des enfants rois. Et que c'est pas parce qu'on est dans la parentalité bienveillante, dans l'écoute et dans l'amour de nos enfants qu'ils seraient trop aimés. Oui, parce que l'article, c'était qu'en gros, les enfants souffraient d'être trop aimés. Je ne pense pas qu'on puisse souffrir d'être aimé de façon inconditionnelle. Je suis persuadée que ce n'est pas possible en fait. Les enfants qui souffrent, souvent ont soit eu alors un amour, ont reçu de l'amour de façon étouffante. Et ça, c'est pas trop d'amour en fait, c'est juste que le papa ou la maman à ce moment-là est dans un conflit intérieur, dans une souffrance intérieure et que quand on étouffe nos enfants avec notre amour, c'est juste que on est dans quelque chose qui est de l'ordre du manque, de la peur, de l'angoisse et que on n'est pas dans quelque chose de léger, d'authentique, de fluide. On est dans quand on étouffe nos enfants avec notre amour, c'est juste qu'on a peur de perdre cet amour et que on ressent le besoin, l'impulsion d'en faire beaucoup pour garder cet amour-là. Et c'est pas ça en fait l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est comme je le vis, comme je le vois, comme je le transmets. L'amour, c'est ok, t'as ta place, t'as ton environnement, t'as tes choix, t'as tes possibilités, et j'ai les miens. Et on s'aime l'un et l'autre dans toutes nos traîtres en fait. Moi j'aime mes enfants, il y a des moments où ils sont franchement compliqués à gérer, il y a des moments où ils ont des façons de faire qui ne correspondent pas à ce que j'ai envie, mais ça m'empêche pas de les aimer en fait. Et j'ai pas besoin de faire pour être aimée par eux, j'ai pas besoin de combler un manque en les étouffant de mon amour. Je leur fais énormément de câlins, énormément de bisous, tout en respectant les moments où ils en ont pas envie, tout en respectant leurs limites et mes limites. Et c'est là qui est là pour moi, c'est la clé fondamentale pour que à la fois mes enfants ne soient pas des enfants rois et que moi je ne sois pas épuisée dans ma fonction de maman. C'est écouter chacun et respecter chacun ses limites. C'est arrêter de faire parce qu'on pense que l'autre a envie qu'on le fasse ou parce que si je ne le fais pas, le monde va s'écrouler. C'est comment je m'écoute moi dans mes propres besoins et que j'écoute les besoins de mon enfant. Comment je fais l'équilibre entre les deux. On a des limites, on a ce qui ferait un enfant roi. En fait, ce qui fait que les enfants deviennent enfants rois. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Je ne sais pas. C'est un grand fourre-tout. C'est vraiment le truc, c'est comme les coliques chez les bébés, quoi. On ne sait pas, on va mettre ça. On va mettre un grand terme suffisamment flou qui fait bien peur aux mamans et aux papas.
Et comme ça, on va tout mettre dessus. Et à chaque fois qu'il va se passer un truc, on va faire enfant roi. Et du coup, ça va faire peur. Et du coup, on va pouvoir faire passer tous les messages qu'on veut. Mais arrêtez, ça veut dire quoi ça? Alors, dans l'article de psychologue.net, ce qui était un peu choquant, c'est qu'il y avait plein de liens qui étaient faits, qui n'avaient pas de sens. Il raconte une histoire où il y a un enfant malgré le fait que ses parents soient hyper bienveillants, hyper à l'écoute, qui fassent tout pour son bonheur, pour qu'il soit heureux, faisait des terreurs nocturnes parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est suicidé et qu'on lui a pas dit. Mais pour moi, ça, c'est pas de la parentalité bienveillante et positive, hein. Les secrets, ce n'est bon pour personne. Et c'est pas un concept de parentalité positive et bienveillante que de cacher à nos enfants les choses qui ne vont pas bien. Je parlais la dernière fois avec quelqu'un, je ne sais plus qui, de, du fait que quand on est enceinte au tout début, souvent, on ne le dit pas à nos enfants. On ne dit pas à nos enfants parce qu'on aurait peur que si on fait une fausse couche ou si ça se passe pas bien, ils soient tristes aussi. Ok, mais en même temps, ça fait partie de leur histoire. Et en même temps, quand maman fait une fausse couche, les enfants, ils le sentent. Ils sentent que maman, elle va pas bien. Ils sentent que maman, elle est triste, qu'elle se pose des questions. Donc tout ce qu'on ne leur dit pas, ils vont l'interpréter avec les informations qu'ils ont. Donc maman, elle est triste. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que moi, petit enfant, j'ai fait pour rendre maman triste? Donc, les secrets, ça n'a rien à voir avec la parentalité positive. Les secrets, ça a juste à voir avec la peur et avec tout ce qu'on projette sur ce qui pourrait se passer pour nos enfants, mais pour nous aussi. Comment je vais dire ça à mon enfant? Est-ce que quand je vais dire ça à mon enfant, il va encore m'aimer? Est-ce que quand je vais dire ça à mon enfant, il va s'en remettre? Est-ce que j'aurai les capacités de l'accompagner là-dedans? Est-ce que je vais m'effondrer devant mon enfant? Est-ce que je vais me mettre à pleurer devant lui? Est-ce que c'est grave que je me mette à pleurer devant lui? Ça n'a rien à voir avec la parentalité positive, ça a à voir avec nous, à l'intérieur de nous, comment on se sent, de quoi on a peur, qu'est-ce qui nous manque comme information. Et donc dans cet article, ça faisait des parallèles, voilà, et ça revenait vraiment sur cette histoire du papa, de la fonction de père qui est censé être là pour casser cette fusion entre une maman et son bébé. Déjà, je trouve ça horrible parce que ça voudrait dire que le père, il ne sert qu'à ça. Enfin, en gros, le papa, il n'a pas le droit d'avoir, dans la conception psychanalytique et freudienne, le papa, son rôle, c'est juste d'être là pour séparer le bébé et la maman et de faire en sorte que il soit pas trop proche, qu'il s'aime pas trop, parce qu'il pourrait perdre sa femme. Enfin, c'est bon, on est sorti du Moyen Âge quand même, là, il y a des choses qui ont évolué, donc il y a un moment, il faudrait peut-être faire des petites mises à jour, quoi. Ben, en fait, depuis Freud, il s'est passé plein de choses qu'on a tendance à ne pas voir, ne pas assez en prendre en compte, en fait, dans certains discours. Et j'aimerais bien, vraiment, alors là, pour le coup, j'aimerais que ce live, il soit vraiment partagé parce que c'est fondamental que les gens entendent ça. Depuis Freud, il y a eu des changements. Le papa n'est pas là pour séparer la mère et l'enfant. Regardez dans la nature. C'est pas comme ça que ça se passe. Le bébé, il a besoin de ce lien, il a besoin d'être protégé, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de se sentir important, il a besoin de se sentir en sécurité pour aller découvrir le monde. Et plus il sera en sécurité, plus il va pouvoir découvrir le monde. Parce que en vrai, tu peux pas aller explorer autour de toi quand il y a une partie de ton cerveau qui te dit t'es en danger parce qu'il y a personne qui prend soin de toi. Pourquoi on a besoin d'être, quand on est bébé, d'être autant attaché à un parent? C'est pour pouvoir explorer. Je me lâche, en fait, je ne prends pas cette responsabilité quand je suis tout petit bébé d'assurer ma propre sécurité. J'en suis pas capable. Donc j'ai un adulte qui est là pour assurer ma sécurité. Et tant qu'il est là pour assurer ma sécurité, je peux aller explorer.
s'il n'y a pas d'adulte pour assurer ma sécurité, si tout le monde me laisse dans la chambre tranquille, tout seul, parce que c'est très important que les parents soient seuls et que les enfants soient autonomes, oui, ça me gonfle un peu en fait. Ça m'énerve parce que ça fait des dizaines d'années qu'on a des travaux en neurosciences qui nous montrent le développement du cerveau de l'enfant, qui nous montrent avec des images, avec l'IRM, avec des mesures d'hormones, avec plein de choses très carrées, que l'enfant a besoin pour bien se développer et pour avoir un cerveau qui ne soit pas un cerveau en gruyère et traumatisé, qu'on soit là à son écoute en fait. Donc après, oui, chacun fait ce qu'il peut avec sa propre expérience, sa propre vie et ses propres limites. Mais juste, si on pouvait arrêter de dire de la merde, et si on pouvait arrêter de dire que si papa il vient pas séparer maman et bébé, ou si papa il fait trop de câlins, ça va pas le faire, stop quoi, stop, on arrête de dire ça quoi. Franchement, il y a un moment où c'est plus entendable en fait. C'est plus entendable. Au jour d'aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a en neurosciences, c'est plus entendable de dire que si on est trop à l'écoute de notre enfant, ça va être un être horrible. Stop. Juste, c'est pas possible. Quand on lit toutes les revues scientifiques, toutes les sciences qu'on a à l'heure actuelle, on peut plus dire ça. Voilà, il y a un moment où il faut juste s'arrêter, il faut se rendre compte qu'on n'est pas à jour. Désolé pour Freud, il y a plein de choses qu'il a fait de très bien, mais parfois aussi, il n'avait pas suffisamment d'informations, il avait aussi son propre bagage à lui, sa propre histoire à lui, et donc ce n'est pas un dieu vivant qui avait la science infuse. Il a fait des erreurs sur plein de domaines. Donc on peut peut-être juste maintenant remettre à jour, avec des données scientifiques, et avec le fait qu'on évolue dans nos connaissances au fur et à mesure du temps, et qu'on remet à jour au fur et à mesure. Ce qui fait que notre enfant ne deviendra pas un enfant roi et sera respectueux des autres, c'est quand il va modéliser sur nous, en fait. La seule façon de contraindre quelqu'un au respect, et je fais une grimace parce que on a tendance à dire oui, les enfants ils nous respectent pas, et pour qu'ils nous respectent, pour que nos enfants nous respectent, il faudrait asseoir notre autorité par la force. Alors moi, je sais pas vous, hein, mais il n'y a pas beaucoup de personnes que je respecte parce qu'ils me font peur ou parce qu'ils me menacent. Ce n'est pas du respect, c'est juste de la peur. On respecte les gens qu'on admire, les gens qui nous montrent leur puissance, qui nous montrent qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je respecte des personnes qui se respectent elles-mêmes, en fait, qui prennent en compte leurs propres limites. Ça, je trouve que ça donne envie de respecter. Émilie, tu dis image IRM qui montre le lien affectif lors d'un câlin. C'est sublime. Oui, je suis révoltée. Ben non, il ne sera jamais un être horrible, il a juste besoin de repères, de confiance et de pouvoir toucher. Se sensibiliser à son environnement sans appréhender et sans le faire seul. Oui, en fait, mais de toute façon, c'est quand même dingue parce que même nous, en tant qu'adultes, il y a plein de choses où on a besoin des autres. On a besoin d'être en lien. Quand on est triste, on a besoin de pleurer et d'être entendu dans notre tristesse. Quand on est en colère, on a besoin d'être entendu. On oublie vite le regard de l'enfant et pourtant, on l'a encore en soi. On l'a en nous, en fait, ce regard-là. Et c'est toutes les parts de nous qu'on laisse de côté, qu'on n'écoute pas nous-mêmes. Et pourtant, nous, notre cerveau, maintenant, il est mature. Mais on a tellement ancré en nous ces mécanismes, ce déni des émotions, des besoins, qu'on n'arrive plus en fait à être dans un bon équilibre. Dans nos relations, que ce soit avec nos enfants et avec les autres, et nos relations avec nos enfants, il y a quand même un déséquilibre parce qu'eux ont besoin de nous pour une certaine partie, et pas surtout. C'est vraiment comment nous, on prend en compte nos propres limites. Je n'ai pas envie de faire ça, je ne veux pas faire ça. Ok, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je le fasse? Est-ce que ça a du sens ou pas que je le fasse? Est-ce que mon enfant a besoin que je me sacrifie pour lui? Non, en fait. Quand on se sacrifie pour nos enfants, il y a quand même quelque chose de très déséquilibré qui se fait. Et nos enfants, après, ils vont se sentir en dette, ils ont besoin de compenser ça. Mais non.
Qu'est-ce qui va faire que mon enfant a de l'empathie, a envie d'aider les autres, a envie de partager sa joie, se sent bien dans sa peau? C'est tout ce que je vais, moi, lui montrer. Mes enfants, ils ont de l'empathie pour les autres parce que moi, je leur ai montré l'empathie, parce que moi, j'ai de l'empathie envers eux et parce que, avant ça, j'ai écouté leurs propres émotions. Tu peux pas être à l'écoute, parce que l'empathie, c'est être en relation avec tes propres émotions et les émotions des autres. Tu peux pas écouter, comprendre les émotions des autres si tu ne comprends pas les tiennes et si tu n'as pas le droit d'exprimer les tiennes. C'est comme si on te demandait de comprendre l'anglais sans jamais avoir, toi, parlé anglais. Qu'entends-tu par déséquilibre en dette lorsqu'un parent se sacrifie? Quel degré? As-tu un exemple? Bah, en fait, c'est simple. Euh, Toutes les choses que tu fais alors que ça te fait un énorme non à l'intérieur. Évidemment que quand tu te lèves la nuit pour t'occuper de ton enfant, ça a du sens. Il a besoin de toi, voilà. Et ça a du sens. Mais il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas vraiment de sens. Par exemple, imaginons, ça c'est une de mes clientes qui vivait ça. Elle avait pris tous ses mercredis, oui le franglais, elle avait pris tous ses mercredis pour être avec son enfant, alors que euh, ça la frustrait. En fait, elle le faisait parce qu'elle pensait que c'était mieux pour son enfant de passer tous les mercredis avec elle. Sauf que ce qui se passait, c'est que du coup le mercredi, elle avait besoin d'avancer sur son travail. Du coup, elle était frustrée et donc ça crée une dette. Je fais quelque chose pour toi en attendant quelque chose en retour en fait. Je sacrifie mon mercredi pour être avec toi alors que j'en ai pas vraiment envie et que j'ai des choses à faire. Qu'est-ce qui se passait? C'est que du coup, les mercredis, ça se passait mal. Elle profitait pas, elle était pas vraiment disponible. Et donc, son enfant le sentait. Et c'était pas des mercredis sympas. À partir du moment où elle a commencé à s'autoriser, à dire non à certaines choses, leur relation, elle a pris vraiment un autre équilibre, en fait, une autre dimension. Parce que quand tu apprends à dire non, tu apprends aussi à dire des vrais oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Alors, tu seras au centre de loisirs, tu seras gardé avec papa, maman, enfin papa, mamie, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ce temps pour moi, j'ai besoin de ça. Et donc moi, je ne suis pas dans le fait de être avec ses enfants pour être avec ses enfants. Je pense que c'est beaucoup plus important d'être avec nos enfants parce que on est disponible, qu'on a envie et que ça a vraiment du sens pour nous. Quand on le fait parce qu'on pense que c'est mieux, mais que à l'intérieur de nous, on n'a pas envie d'être là, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Quand tu te forces à passer euh, 20 minutes tous les jours avec ton enfant, mais qu'en vrai, ça te saoule, ça marche pas. Ton enfant, il le sent en fait. Donc au final, pour finir sur cet exemple, ma cliente, elle a toujours ses mercredis avec son enfant. Sauf que maintenant, c'est mercredi, elle a vraiment envie d'être avec son enfant. Et ça se passe super bien, et elle passe des super moments ensemble. Et c'est beaucoup plus euh, constructif en fait pour leur relation. Elles passent vraiment des moments extraordinaires ensemble. Parce qu'elles ont envie, elles ont choisi. Elles sont pas en train de subir, ni l'une ni l'autre. Tous les endroits où tu te forces à faire des trucs. Et encore une fois, on a des responsabilités en tant que parents, bien évidemment. Il y a des choses qu'on fait, mais on les fait parce que ça a un sens pour nous. Ça correspond à nos valeurs. Et on le fait parce que ça vibre à l'intérieur de nous. On ne le fait pas en niant nos besoins, en niant nos ressentis en fait. Je me souviens une fois où mon fils, il voulait, on allait jouer en bas dans la cour et il voulait absolument prendre son vélo. C'est un exemple tout bête, hein. Et honnêtement, moi j'étais dans le ok, alors si tu dis non, faut le faire pour de bonnes raisons. Tu ne dis non que quand vraiment c'est contre tes valeurs ou que quand c'est un danger pour l'enfant.
Et donc je m'étais mis ça en tête, mais de façon vraiment, vraiment euh, impérative en fait. Et du coup, j'ai dit oui à mon fils, alors que ça me saoulait énormément. Ça me saoulait. Mais je lui ai dit oui à contre-cœur. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais hyper énervée contre lui. Et qu'on a passé un super mauvais moment. Parce qu'en fait, je lui ai dit oui en pensant non. Et je lui ai dit oui en lui faisant ressentir que c'était pas ok pour moi. Et donc lui, il était dans une posture complètement impossible. Parce que je lui dis, bah vas-y, prends-le ton vélo. Le truc horrible. Bah vas-y, fais-le. Ça me saoule, mais fais-le. Bah en fait, il a aucune solution, cet enfant. Parce que, bah oui, il va le faire, mais il sait que, bah quoi qu'il fasse, il a tort, en fait. Quoi qu'il fasse, je suis pas contente. Et donc, quand j'ai fait ça, je me suis pas écoutée. Et donc, j'ai créé un déséquilibre dans le sens où euh, j'ai dit oui à mon enfant, mais en me disant non à moi. Et donc, moi, j'étais en colère. Moi, j'étais frustrée. J'aurais pu me poser d'autres questions sur moi. C'était il y a un petit moment, hein. J'aurais pu à ce moment-là me dire, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment pas envie, me poser un peu, et puis soit dire oui, soit dire non, mais en tout cas le dire pour de vrai en étant aligné avec ma réponse. Ce qui crée un déséquilibre, c'est les endroits où tu prends en charge euh, ce qui va peut-être se passer pour l'autre. Je dis oui à mes enfants pour pas qu'ils soient frustrés. Je dis oui à mes enfants pour pas qu'ils ressentent de la colère contre moi. Je dis oui à mes enfants pour pas que... Alors qu'en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est là où il y a un déséquilibre. Par contre, quand j'assume mes fonctions parentales, que je me réveille la nuit pour faire un câlin parce qu'ils ont fait un cauchemar et qu'ils ont besoin de moi pour se rendormir, là, j'assume ma responsabilité et ça a du sens pour moi. Quand j'arrête mon activité pour aller les chercher à l'école, bah, c'est ma responsabilité, c'est ok pour moi. Ça veut pas dire que c'est toujours fun, des fois ça me saoule, mais ça correspond à mes valeurs, à ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, Émilie, du coup, la notion de déséquilibre et de dette? Vraiment, quand je parle de sacrifice, c'est, par exemple, j'arrête de travailler pour m'occuper de mes enfants alors que j'ai envie de continuer de travailler. C'est ça, en fait. Donc le sacrifice, il est très personnel. Si, si j'arrête complètement de sortir pour m'occuper de mes enfants et que ça correspond à mes valeurs hautes et que j'en ai envie et que c'est ok pour moi et que je sais que bah voilà pendant un an, 2 ans, je verrai moins mes amis ou je ferai plus de week-end avec mes copines, mais que ça correspond à ce que j'ai envie de faire pour ma famille, pour mon enfant, pour ma relation avec mes enfants, c'est ok. Par contre, si je le fais parce que euh, j'ai ancré en moi que c'était la bonne chose à faire, mais qu'en vrai, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, là, ça crée une dette. Donc c'est pas tant dans ce qu'on fait, c'est dans comment on le vit et comment on est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de nous finalement. Et c'est là que ça va faire une différence entre mon enfant devient un enfant roi ou pas. Les enfants qu'on appelle enfants rois, c'est des enfants qui sont perdus parce qu'ils ne savent pas où sont les limites et que ils savent pas forcément faire par eux-mêmes parce qu'on fait à leur place ou que ils sentent justement qu'il y a un déséquilibre où les autres ne s'écoutent pas eux-mêmes. C'est là que ça crée quelque chose de pas ok. Après, pour moi, le terme d'enfant roi, ça veut tout rien dire. C'est vraiment comme les coliques. C'est juste un mot bateau, un mot qu'on utilise pour mettre tout ce qu'on sait pas, tout ce qu'on sait pas étiqueter en fait. Les comportements de nos enfants, ils ont toujours une signification. Il n'y a aucun enfant qui fait les choses juste pour faire suer le monde. Il n'y a aucun enfant qui s'est mis en tête qu'il allait juste pourrir la vie de ses parents. Non. Nos enfants, naturellement, ils nous respectent en fait. Ce qui fait que parfois on a l'impression qu'ils ne nous respectent pas. C'est parfois d'une qu'on ne sait pas respecter soi, qu'on n'a pas euh, posé un cadre ou nos propres limites de dire là, c'est pas ok pour moi.
et aussi qu'on interprète tout ce qu'ils font avec notre filtre d'adulte. Mon fils, il va bientôt avoir 9 ans, il a une fâcheuse tendance à nous reprendre et à, si, voilà, si on est en train de dire quelque chose et que on fourche sur un mot ou qu'on n'a pas un mot très précis, il va nous reprendre. Et en fait, nous, ça nous agace. Moi aussi, ça m'agace, hein. Et parfois, on peut le vivre comme un manque de respect. On peut le vivre comme il me respecte pas, il me répond. En fait, juste, lui, il n'a pas du tout cette interprétation-là. Lui, il n'est pas en train de se dire ah tiens, j'ai bien me foutre de la gueule de ma mère ou de mon père en le reprenant sur ses mots. Non, lui, juste, il est en train de remettre au clair quelque chose qui est important pour lui. C'est pas le bon mot, ou il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, ou des fois, juste, c'est le stress qui fait que quand on est sous stress, on a quand même beaucoup de réactions incontrôlée et un peu bébête parfois. Donc, ce qu'on peut prendre pour de la provoque, c'est souvent juste du stress en fait. Juste là, mon cerveau il disjoncte, je sais plus comment je suis censée bien me comporter. Et donc, je dis des phrases où je ricane ou, où je dis que je sais plus parce que parfois vraiment je sais plus en fait. Quand on est en train de s'énerver sur nos enfants, parfois, on a l'impression qu'ils deviennent débiles. Mais en fait, c'est le stress. C'est juste qu'ils perdent leur capacité. De la même manière que nous, on peut se retrouver complètement démunis face à un agent de police ou face à notre patron qui est en train de nous faire une remontrance et que là, on devient... On perd tous nos moyens, on sait à peine comment on s'appelle. Enfin, oui, c'est le stress. C'est pas un manque de respect. C'est pas en criant sur nos enfants, en étant hyper sévère, en les frustrant volontairement, qu'on va leur apprendre à être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la bienveillance, à avoir confiance en eux. Bah non. C'est en écoutant leurs propres émotions, en écoutant les nôtres, qu'ils vont pouvoir intégrer ça à l'intérieur d'eux. Parce que l'empathie, ça s'apprend pas intellectuellement. On n'apprend pas intellectuellement à ressentir ce qui se passe pour l'autre. Ça se passe dans notre corps. On, enfin, c'est vraiment dans ce qu'on va vivre avec nos enfants qui vont pouvoir intégrer en eux l'empathie, le respect, la bienveillance, l'amour, la confiance. C'est en le vivant. Il n'y a que comme ça qu'on va leur apprendre, hein. Si on peut appeler ça de l'apprentissage. C'est ce qu'on va vivre ensemble qui va construire notre enfant. Et c'est vraiment pour ça que c'est important d'être à l'écoute de ses propres limites et dans toutes les sphères de notre vie. Là, je suis en train de voir ça justement avec une de mes clientes où j'ai besoin en fait de reposer le cadre parce que pour moi le cadre il est plus ok. Et donc dans mes coachings, dans mes accompagnements, il y a aussi un cadre. Il y a un cadre de on fixe les rendez-vous, on vient au rendez-vous, on ne change pas à la dernière minute, ou on paye en temps et en heure. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est important d'avoir un cadre pour qu'on soit bien ensemble. Et le cadre, il est défini par la relation, par ce qui se passe entre toi et moi. Qu'est-ce qui fait que entre toi et moi, on arrive à être bien ensemble? Qu'est-ce qui est important pour toi et pour moi dans la façon de se parler, dans la façon de s'écouter, dans la façon d'être là l'un pour l'autre? Et chacun va définir son propre cadre. Et dans une famille, il y a un cadre. Notre enfant, il va se sentir plus en sécurité en sachant ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais ce cadre, c'est pas je te l'impose par la force et si jamais t'as pas répondu à mes attentes, je te punis. Non. C'est comment on le redéfinit au fur et à mesure, chacun, ensemble, et vraiment dans cette notion d'apprentissage permanent, d'évolution permanente.
de comment on fait ensemble pour construire, pour grandir, pour s'épanouir ensemble dans notre relation. Et ça passe, vraiment, par soi, pour changer. Ça passe par soi. Comment moi, je m'écoute, comment moi, je me permets d'exprimer mes émotions, de ressentir mes émotions, comment moi, je suis à l'écoute de moi, comment je me respecte. Tu peux pas demander à ton enfant de se respecter lui et de te respecter toi si toi tu t'écoutes pas et que tu mets complètement tes besoins de côté. Et c'est là encore une fois que ça crée du déséquilibre dans la relation. Je prends pas soin de mes besoins en tant qu'adulte, je suis responsable de mes propres besoins. Je les fais toujours passer au second plan, voire au troisième, voire je les oublie complètement. Au bout d'un moment, j'en veux aux autres parce que, à cause d'eux, j'ai pas pu prendre soin de mes besoins. Donc oui, en tant que parent, parfois, on est obligé de différer nos besoins parce que parfois, bah voilà, on peut pas forcément, des fois, on peut même pas aller faire pipi tout de suite. Ok, mais tu vas y aller à un moment. Comment tu vas faire pour prendre soin de tes besoins avec tout ce que tu as à faire? Qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour toi? Et qu'est-ce qui, si tu le fais pas en fait, te met autant en tension et fait que tu vas le renvoyer aux autres après derrière. Donc, pour conclure sur cette histoire d'enfant roi, c'est pas parce qu'on aime trop nos enfants ou qu'on répond trop à leurs besoins. Alors, répondre trop à leurs besoins, il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans parce que on apprend à nos enfants à répondre eux-mêmes aussi à leurs besoins. Donc au début, c'est nous qui répondons à leurs besoins et petit à petit, on les accompagne à répondre eux-mêmes à leurs besoins. Ce qui est aussi hyper important. Ne pas être toujours dans je fais à ta place, je... Et ça aussi, ça parle de comment on se sent à l'intérieur de nous. Si j'ai toujours besoin de faire à la place de mon enfant, de mon mari, de ma femme, de mes amis, de mes clientes peut-être parfois, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si j'ai besoin de faire à la place des autres, c'est aussi que je crée une dépendance, que eux seraient dépendants de moi, parce que comme ça, je suis sûre ils resteront là en fait, ils me lâcheront pas. Tant que mes enfants ne peuvent rien faire sans moi, ils sont un peu obligés de rester avec moi. Qu'est-ce qui fait que je leur laisse pas cette autonomie en fait? Donc il y a vraiment tout un nœud à démêler de qu'est-ce qui se passe pour moi, et puis vraiment d'arrêter avec cette... Enfin, on peut sortir aujourd'hui de cette idée reçue, de cette théorie qui a été prouvée comme fausse, quoique vérité, ça c'est toujours compliqué, mais on peut sortir de cette peur que si on est trop à l'écoute de nos enfants, si on est trop dans l'amour de nos enfants, dans l'amour inconditionnel, ça deviendra des êtres démoniaques et sans limite. Non, stop. Stop. Par contre, c'est comment j'arrive à être en lien avec leurs besoins, mes besoins, et dans l'équilibre dans la relation. Dans l'équilibre, ça ne veut pas dire 50-50, parce qu'encore une fois, en tant qu'adulte, on a des capacités que nos enfants n'ont pas encore. Comment on va les accompagner à les acquérir, à les développer? C'est un vaste sujet, hein. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures. N'hésitez pas, ceux qui verront en replay, à me mettre si vous avez des petites questions. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous mets le lien pour réserver une session pour faire le point sur votre situation. Enfin, une session de coaching en fait, hein, c'est un peu ça. Gratuitement, je vous le mets en lien sous la vidéo. Et puis sur Instagram, c'est dans la bio. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Ciao.